Ça fait maintenant plus de 20 ans que les gens pensent que Vladimir Pokilko a tué sa famille et s'est suicidé. Mais moi, je n'ai jamais été capable de parler de meurtre-suicide. Toutes les informations depuis me font penser que cette affaire va bien au-delà de ce qu'on pense. J'ai tenu à retourner dans la région de la baie de San Francisco où ça a eu lieu. Je voulais revoir la maison pour me souvenir de ce que j'ai vu. Est-ce que j'ai bien vu ce que j'ai cru voir à l'époque? On dirait un puzzle. Et les pièces dont on dispose ne vont pas ensemble. Tetris. 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 Très addictif. Pendant les années qui ont suivi le meurtre, Tetris est devenu plus qu'un jeu vidéo. Je crois que le point culminant est arrivé au moment de l'association du jeu Tetris sur cartouche et de la Game Boy à la fin des années 80. Le deuxième point culminant est arrivé quand tout le monde a commencé à avoir un smartphone. La version de Tetris pour téléphone portable a été téléchargée plus de 500 millions de fois. Ça a fait de Tetris un jeu incontournable de l'ère des smartphones, contrairement à un tas d'autres franchises de jeux anciens qui n'ont pas su faire cette transition. Prenons l'exemple d'une chanson de Justin Bieber. Elle va avoir beaucoup de succès pendant plus ou moins un an, non? Et comparons-la à un morceau de Beethoven. Les morceaux de Beethoven se réécoutent à l'infini. Et c'est la même chose pour Tetris. Un des jeux vidéo les plus addictifs de tous les temps. Pour vous donner une idée du niveau de popularité du jeu, la première version de Tetris est exposée dans la collection permanente du Musée d'art moderne de New York. Jouer à ce jeu engendre une activité cérébrale très utile. Avec le temps, l'inventeur du jeu, Alexis Pajitnov, comprend que Tetris est sa marque de fabrique. C'est ainsi qu'Alexis devient progressivement le porte-parole de Tetris. Mais après les meurtres, toutes les personnes impliquées dans le jeu ont du mal à parler de leur ami et associé, Vladimir. Il est totalement évincé de l'histoire de Tetris et de tout ce qui entoure le jeu. C'est la maison en question. C'est ici qu'a eu lieu le crime en 1998. Ça fait des années que je ne suis pas venue ici. Je le sens. Il y a une atmosphère. Il y a une odeur. Il y avait un enfant à l'intérieur. C'est ça qui me revient là maintenant. C'est ça qui me fait hérisser le poil un petit peu. Là, tout de suite, je me dis que ça fait tellement longtemps qu'il faut que j'aille frapper à la porte pour voir s'il y a quelqu'un et que je vois si les personnes présentes acceptent de me parler. Cette maison n'est pas la même que celle dans laquelle on s'est trouvé après le crime en 1998, mais il y ressemble beaucoup. Alors, je vais vous montrer ce que je me souviens avoir vu quand on a fait le tour de la maison. Il y avait un grand couloir central avec des pièces de part et d'autre. C'est dans la première pièce qu'on a retrouvé Yelena. La victime était sur le lit, allongée sur le côté, face au mur. On voyait une blessure infligée par un coup à l'arrière de sa tête. Et on voyait des entailles faites au couteau le long de son dos. Il y avait un marteau sur le sol. Quand on est sorti de cette pièce, on a repris le couloir. Et on est allé dans la salle de bain. On a trouvé des signes de nettoyage. Plus tard, on a appris que toutes les armes avaient été essuyées. Alors, cette chambre-là, c'était le bureau de Vladimir. Il y avait un bureau, et sur ce bureau, on a trouvé ce qu'on a cru être une lettre d'adieu. Une lettre qu'il avait écrite ou que quelqu'un lui avait dit d'écrire. On m'a dévoré. Et c'est dans cette chambre que Vladimir était allongé sur le sol. Et c'est sur ce lit qu'on a trouvé la victime, Peter. Il avait une blessure infligée par un coup à la tête. Son corps était partiellement couvert. Le lit était dans le coin et il y avait un marteau sur le sol.
Vladimir était sur le sol face contre terre, ses pieds du côté de la porte et sa tête par là-bas. Je vais m'allonger pour que vous puissiez situer la scène. Il tenait toujours le couteau dans sa main. Il était allongé comme ça. C'est ce qu'on a vu. J'avais du mal à croire qu'on avait affaire à un homme qui s'était tranché la gorge. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y avait une éclaboussure de sang sur cette fenêtre qui commençait à 60 ou 75 cm de haut et qui arrivait jusqu'au sol. Si Vladimir s'était tranché la gorge alors qu'il était debout ici, il aurait sûrement entaillé dans ce sens. Mais le légiste a dit qu'il l'avait fait comme ça. Et dans ce cas, il y aurait dû y avoir des traces sur la vitre ici. Et s'il s'était tranché la gorge alors qu'il était à genoux, il y aurait dû y avoir des traces ici. Ici et ici. Comment est-ce qu'une personne debout ou à genoux aurait pu mettre du sang ici? L'éclaboussure formait un angle à 90 degrés. Ça veut dire que le sang venait directement de l'avant. Il ne venait ni d'en haut ni d'en bas, sinon on aurait eu affaire à une disposition différente. Si Vladimir ne s'était pas suicidé et que quelqu'un l'avait jeté par terre et l'avait maintenu au sol pour ensuite lui soulever la tête et lui trancher la gorge d'un coup sec et rapide, alors ça aurait pu provoquer l'éclaboussure que j'ai vue ce jour-là. Bon, soyons honnêtes. Peut-être que je ne me souviens pas exactement de la scène. Peut-être que je ferais mieux d'aller au commissariat et de regarder les photos du dossier de l'enquête. Je veux m'assurer que ce qui me revient aujourd'hui correspond bien à ce que j'ai vu il y a 24 ans. Je n'ai pas pris rendez-vous. Alors je vais essayer de voir avec l'agente qui s'occupe des pièces à conviction si elle peut me sortir les photos. Vous n'allez pas le croire. Je suis montée et je suis allée voir la responsable du bureau des preuves. C'est la seule à pouvoir fournir les pièces à conviction. Et c'est moi qui l'ai embauchée. Elle m'a dit « Sandra, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. On s'est débarrassé des preuves. Elles ont été détruites. Il n'y a plus rien. » La date indiquée sur ces documents est celle du 31 mars 1999. Et la case « Détruire » a été cochée. Le crime a eu lieu en septembre 1998, le 22 pour être exact. Et les pièces à conviction ont été détruites en mars 1999, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. C'est 6 mois après le crime. Ça n'arrive jamais. C'est incroyable. Même s'il s'agissait bien d'un meurtre-suicide, et que donc le supposé suspect principal était bel et bien mort, ça restait une enquête sur un double homicide. On ne jette jamais les preuves dans les enquêtes pour homicide, on les garde pendant des années. J'ai été choquée d'apprendre l'identité de la personne qui a autorisé la destruction des pièces à conviction. La responsable du bureau des preuves a dit qu'elle était montée au service des enquêtes et qu'elle avait parlé à son supérieur, l'enquêteur Scott Wang, et à Mike Denson, et qui lui avait dit de s'y atteler et de tout détruire. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça très bizarre. Je ne sais pas quoi faire de cette information. Je voudrais leur parler, mais ça ne va pas être une conversation facile. On ne peut pas y retourner et chercher des empreintes microscopiques ou comparer les données parce que toutes les pièces à conviction ont disparu. Mais on a toujours le dossier de l'enquête. Comme cette enquête s'est énormément basée sur les rapports d'autopsie des 2 médecins légistes, j'ai voulu les contacter. Je voulais qu'ils m'expliquent leurs résultats parce que la théorie du meurtre-suicide n'a aucun sens à mes yeux. Il y en a un qu'on n'a pas réussi à joindre et l'autre a refusé de parler face caméra. Alors on a contacté un autre médecin légiste qui est très connu, le docteur Michael Arnold. Il a réalisé plus de 5000 autopsies au cours de sa carrière. Docteur Arnold, merci d'avoir pris le temps de me rencontrer. Je vous ai envoyé le rapport d'autopsie
et je suis impatiente de connaître votre opinion le concernant, parce que de mon côté, j'ai de nombreux doutes. Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Ce que j'ai vu dans le rapport d'autopsie concorde parfaitement avec un triple meurtre. Je pense avoir rendu le diagnostic du suicide dans plus de 1000 enquêtes. J'ai 40 ans d'expérience et je peux vous dire qu'il y a un truc qui cloche dans cette affaire. Parlons de cette blessure sur le cou de Vladimir. Il est blessé au niveau de la veine jugulaire, mais la carotide n'est pas sectionnée. C'est important, parce que la carotide est un vaisseau très vascularisé, contrairement à la jugulaire, qui l'est très peu. Une blessure à la jugulaire va saigner relativement lentement. Une personne à qui on a sectionné la veine jugulaire peut encore vivre pendant un moment. Elle ne meurt qu'après quelques minutes, mais elle a tout à fait le temps de commander une pizza et de regarder ses mails. Donc, on peut supposer que si Vladimir avait été conscient, il aurait lâché le couteau et il se serait tenu la gorge, par exemple. Il n'y a rien qui explique le fait que Vladimir ait continué à tenir le couteau dans sa main pendant tout le temps qui s'est écoulé avant qu'il ne meure. Je repense au terme utilisé. Comment c'était? Spasme cadavérique. Spasme cadavérique. Vladimir n'est pas mort assez rapidement pour que la situation soit propice au phénomène de spasme cadavérique. Les gens qui sont touchés par des spasmes cadavériques meurent rapidement. Ils arrêtent de respirer et le sang qui transmet l'oxygène arrête de circuler. Et c'est ce qui les empêche de se détendre. Personnellement, je n'ai jamais analysé de spasme cadavérique. Je ne connais personne qui ait déjà rencontré un cas de spasme cadavérique. Vladimir n'est pas mort d'une façon qui est censée favoriser les spasmes cadavériques. C'est ainsi que, pour des tas de raisons, je conçois que le diagnostic ait été intéressant pour un médecin. Mais je ne pense pas qu'il soit allé au bout de sa réflexion. Je voudrais aborder ensuite les entailles d'hésitation sur le cou. Il y a 2 marques d'incision plus petites sur le cou, en plus de la grande entaille qui a sectionné la veine jugulaire. On retrouve souvent ces marques d'hésitation chez les sujets qui se sont effectivement suicidés. Maintenant, est-ce qu'on a forcément affaire à un suicide quand il y a des marques d'hésitation? Laissez-moi vous dire que je suis actuellement témoin dans une affaire où il y a de nombreuses marques d'hésitation sur le cou du défunt, et qu'il s'agit pourtant bien d'un meurtre. Est-il possible que la personne qui a commis ce meurtre se soit servie du couteau à 2 reprises pour soustraire des informations à Vladimir? Du genre, parle ou on te tranche la gorge? Utilisons le mot qui désigne cette action, torture. Est-ce qu'une blessure de torture peut ressembler à une blessure d'hésitation? Les médecins ont pu automatiquement penser à une blessure d'hésitation, alors que je me dis que ça aurait pu être un signe de torture. Les 2 marques peuvent être indissociables. D'accord. Quand on regarde les autopsies de notre supposé agresseur, Vladimir, l'une des 2 mentionne une abrasion sur la tête en forme de U, d'une largeur d'environ 2,5 cm. Je ne peux pas exclure la possibilité qu'il ait été frappé avec un marteau, d'autant que 2 autres individus sur la scène ont bel et bien été frappés avec un marteau. On peut se dire qu'il y a de fortes chances pour que lui aussi ait été frappé avec un marteau, que le coup l'ait heurté moins fort sans causer de fracture du crâne, mais qu'il l'ait rendu inconscient. Le fait que cet individu soit mort lentement, sans essayer de se blesser plus profondément ou de stopper la blessure qu'il s'était infligée, me laisse penser qu'il était soit maintenu de force, soit inconscient. Je ne comprends pas comment on peut exclure l'hypothèse que Vladimir ait été frappé à la tête, soit tombé par terre et ait eu la gorge tranchée avec un couteau et soit mort. Et là, quelqu'un a pu placer le couteau dans sa main très facilement. Je vais être honnête avec vous. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure là tout de suite. C'est moi qui ai recueilli une partie des échantillons de sang. Qu'est-ce que vous avez vu?
Quand je suis arrivée, il était intégralement habillé, il était allongé. Mettons que c'est le sol. Alors il est allongé sur le sol, le couteau dans la main droite, la lame orientée vers l'extérieur. Il y avait une porte-fenêtre coulissante derrière à environ 1,50 m de lui et sa tête était dos à cette fenêtre. Il était face contre terre, le couteau dans la main, la lame vers l'extérieur. Est-ce qu'il y avait du sang sur la porte-fenêtre? Oui, tout à fait. À quelle hauteur? Je dirais à 75 cm du sol, 90 au maximum. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Est-ce que l'éclaboussure de sang correspondait au jet que l'entaille aurait logiquement dû entraîner? Elle formait un angle de 90 degrés avec projection de l'avant. Donc le couteau a suivi un mouvement horizontal qui a projeté le sang. Si j'en crois ce que vous me dites, ça voudrait dire que son cou a très probablement été tranché à la même hauteur que l'éclaboussure. Il est fort probable qu'il ait été au sol et que quelqu'un ait soulevé sa tête pour atteindre son cou. Est-ce que vous pensez que cet homme a tué sa femme et son fils et qu'il s'est suicidé? Je pense qu'il y a un tas de problèmes avec cette affirmation. Des problèmes que je n'arrive pas à comprendre ou à expliquer. Ce que je veux dire, c'est qu'il restait des questions en suspens dans cette affaire et que ces questions n'avaient pas encore été étudiées au moment où, tout à coup, le FBI a débarqué et a signé la fin du temps imparti. Le sujet tabou, ça reste la présence du FBI. Qu'est-ce qu'il faisait là? Tant que je ne sais pas ce qu'il fait là, l'affaire est à l'arrêt et je ne vais pas signer un acte de décès. C'est une blague? Les seules affaires au cours desquelles j'ai eu à interagir avec le FBI ont été des affaires où le FBI avait juridiction quant à la propriété du lieu où l'affaire s'était déroulée. Soit le lieu appartenait au gouvernement fédéral, soit il appartenait à une population native des États-Unis. À ce que je sache, je n'ai jamais entendu une seule affaire dans laquelle le FBI s'est impliqué alors qu'il s'agissait d'un suicide. Je suis contente d'entendre ce que vous me dites. Parce que vous n'êtes pas enquêteur, alors vous étudiez les données après les faits. Ce que vous venez de me dire remet tout en question pour moi. Vous vous rendez compte que ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Évidemment que ça n'a aucun sens. C'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça qu'on est allé vous chercher. Il y a tout qui cloche, rien n'est limpide. Je viens de finir de m'entretenir avec le docteur Michael Arnold. Et je suis bien contente qu'une personne qui comprend la science qui entoure la mort perçoive ce que j'ai perçu à l'époque et partage l'idée qu'il ne s'est pas suicidé. Mais on n'a pas trouvé d'empreintes d'autres que celles de la famille sur la scène de crime. Ce qui veut dire que le meurtrier avait beaucoup d'expérience. 2 anciens cadres d'une compagnie de gaz et les membres de leur famille sont morts dans 2 pays différents en moins de 24 heures. On est actuellement en pleine guerre en Ukraine. En un an, au moins 7 oligarques russes qui ne voulaient pas suivre les consignes de Poutine ont été assassinés. En Russie, dans d'autres pays, et avec un mode opératoire qui ressemble énormément au meurtre qui a eu lieu dans la Silicon Valley. La police a retrouvé sa femme et sa fille mortes suite à des blessures à la hache et au couteau. Beaucoup ont été assassinés. Et leurs familles ont aussi été tuées. Leurs jeunes enfants, leurs épouses. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quelqu'un, un groupe de personnes, a la connaissance et la capacité de tuer des gens et de faire passer le crime pour un suicide. La police de Moscou enquête sur la mort de Vladislav Aveev et de sa famille et avance la piste du meurtre-suicide. Le fait est qu'au moins 2 de ces meurtres-suicides d'oligarques ressemblent de près à celui de Vladimir, et je n'aime pas ce genre de coïncidence. Je pense que cette affaire et tout ce qui l'entoure sent la mafia russe à plein nez. Il y a 24 ans, je n'étais pas la seule à me poser des questions.
Et les informations que j'ai réunies depuis sont troublantes. Alors je vais appeler toutes les personnes avec qui j'ai travaillé et je vais les réunir. Parce qu'il y a des informations sur l'affaire qu'elles ne connaissent pas encore. Des conversations qu'elles ignorent. Je veux voir leurs réactions et savoir si elles voient les choses de la même façon que moi. Et il faut que je demande à Mike et à Scott pourquoi les pièces à conviction ont été détruites. Je trouve ça bizarre. Il faut qu'ils me répondent. Il faut que je sache. Vous savez pourquoi on est là. Et c'est une affaire dont on a beaucoup parlé au fil des années. Mais j'ai une question. Quand les producteurs vous ont appelé, pourquoi avez-vous accepté de venir témoigner? Parce que je n'étais pas d'accord avec les résultats du médecin légiste. On a vu la colonne vertébrale dans le cou. Comment un individu aurait-il pu s'infliger une blessure aussi profonde à lui-même? À l'époque, j'étais la plus novice d'entre nous. Mais déjà à ce moment-là, je me posais des questions au sujet des pièces à conviction, particulièrement au sujet des 2 marteaux différents. À quoi ça servait? Et puis, il y avait le nettoyage avant le suicide, les documents brûlés dans le barbecue. Si tu comptes te suicider, qu'est-ce que ça peut te faire, ce que tu laisses derrière toi? Tu étais responsable de l'enquête. Qu'est-ce que tu te souviens avoir ressenti quand on est entré dans la maison pour la première fois? Ils ont utilisé 2 marteaux. Moi, j'ai eu le sentiment que c'était exagéré. Est-ce qu'on a ne serait-ce qu'évoqué l'hypothèse d'une violation de domicile? Est-ce qu'on a pensé à ça? Évidemment que la première hypothèse, quand on a un fils mort, une femme morte et un homme mort, c'est que quelqu'un est entré par effraction et les a tués. On envisage toujours la possibilité d'une violation de domicile et on cherche les indices qui le confirmeraient. Mais il n'y en avait aucun. Alors ensuite, on a commencé à se demander si ça pouvait être les employés de son entreprise, si ça pouvait être la personne qui les a trouvés, si c'était la personne qui l'a de plus proche. On a commencé à réfléchir à tout un tas de personnes, mais à côté de ça, quand les 2 médecins légistes ont rendu les mêmes conclusions, Scott et moi on s'est retrouvés dans une impasse. Peu importe ce qu'on allait découvrir après ça, ça n'avait plus aucune valeur. Si quelqu'un était entré au commissariat et nous avait dit « c'est moi qui les ai tués », on aurait été obligé de leur dire que 2 médecins légistes avaient affirmé le contraire. Comment on était censé poursuivre après ça? Si les médecins n'avaient pas rendu ces conclusions, Scott et moi, on serait partis pour la Russie. On serait allés sur place et on aurait interrogé des gens. Je pense que c'est une bonne chose qu'on ait discuté et soulevé des doutes et des désaccords. Mais pour moi, il s'agit bien d'un meurtre-suicide. La lettre que j'ai lue et qui m'a glacé le sang expliquait, selon moi, ce qui s'était passé dans la tête du gars. La mention du diable combinée avec le résultat final. En gros, on a clôturé l'enquête avec les pièces à conviction qu'on avait en notre possession. L'enquête s'est arrêtée. Les années sont passées et j'ai découvert que 2 jours après le début de l'enquête, le ministère de la Justice des États-Unis s'en était mêlé. Une citation a été envoyée par la Cour de district des États-Unis. Donc on avait la police de Palo Alto, le FBI de San Francisco, et maintenant on a aussi la Cour de district des États-Unis du district Nord. Comment on a pu passer d'une enquête de la police locale aux instances des enquêtes criminelles des États-Unis? Ça me fait me dire que cette petite histoire du gars qui tue sa femme et son fils avant de se suicider n'est peut-être pas si petite que ça. Il y a autre chose. Est-ce que quelqu'un était au courant avant qu'on nous interviewe? Quelqu'un connaissait l'existence de ce document? Je n'en ai aucun souvenir. D'accord. Je ne me souviens pas non plus de cette citation. Mais quand je repense à comment on a mené notre enquête, je me dis qu'il y a une explication toute simple. Mes réflexions et ma logique me font dire que Mike a dû suggérer de l'utiliser comme ressource. Quand le FBI nous a contactés, il a mis un agent à disposition qui parlait russe et qui pouvait nous aider à traduire le document. Il nous a aussi fourni une analyse de l'écriture de la lettre.
Mais pour avoir le droit de vérifier auprès de l'unité de contre-espionnage si Vladimir avait quoi que ce soit à voir avec tout ça, alors il a dû être obligé de fournir ce document. Je vois. Il a bien rédigé ce document, évidemment, puisqu'on l'a. Je ne remets pas ça en question. Mais il n'a rien trouvé, parce que dans le cas contraire, où il nous aurait dit « Écoutez, il y a un lien avec une autre affaire, on vous a aidé, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte », on aurait suivi cette piste. C'est votre déduction. C'est ce que j'en déduis. Oui, parce que voilà, je ne doute pas du travail qu'on a effectué avec Mike. Je ne remets pas en question votre travail, vous avez fait du bon boulot. Voilà. Et donc, on ne nous a pas dit qu'il y avait quoi que ce soit. Et moi, je ne vais pas remettre ça en question, parce que je ne sais pas ce que c'est le FBI. À ce propos, j'ai trouvé la personne à qui était adressée cette citation. J'ai trouvé son identité et ses coordonnées, alors je l'ai contacté. Cette personne avait un lien avec Vladimir. C'était probablement un associé professionnel et peut-être aussi un ami. Cette personne ne souhaite pas parler face caméra. Je ne divulguerai pas son nom. Mais sachez que cette personne a bel et bien été interrogée par le FBI. Je vais vous faire écouter l'enregistrement. Je l'ai eu au téléphone. Je veux que vous l'entendiez. Vous savez qu'il y a un dossier du FBI? Cette affaire va bien plus loin que ce que nous dit le dossier de la police de Palo Alto, parce que je l'ai vu à ce moment-là. En réalité, le FBI ne pensait pas qu'il s'agissait d'un meurtre-suicide. Qu'est-ce que vous en dites? Cette affaire n'a jamais eu de sens pour moi. Je crois que toutes les informations qui émanent de cette conversation rendent l'affaire d'autant plus floue à mes yeux. Je trouve ça étrange que le FBI se soit mêlé à l'enquête dès le deuxième jour avec toutes ces informations. Si on reprend, on a entendu parler d'un dossier que le FBI lui a montré au sujet de cette affaire. Mettons que le meurtre ait eu lieu le lundi. Le mardi, ils ont déjà toutes ces informations et une citation à comparaître devant un grand jury délivré par la Cour de district des États-Unis et par la section de crime organisé et de racket qui plus est. Est-il possible que le FBI se soit intéressé à notre affaire, à ce meurtre-suicide ou je ne sais quoi encore, parce qu'il était déjà sur l'affaire? Est-ce que c'est une possibilité? C'est sûr que je trouve ça surprenant que la citation ait été obtenue aussi vite si elle était liée directement à notre enquête. Oui, et qu'un grand jury fédéral ait pu être réuni pour demander cette citation. Ce que je sais, c'est que pour obtenir la création d'un grand jury, il faut présenter des preuves. Il faut une enquête en cours, enfin ce genre de choses. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais de toute évidence, c'est ce qui s'est passé. Mais ceux qui l'ont fait ont dû s'appuyer sur des informations dont ils disposaient avant qu'on commence à récolter des preuves. C'est là où je veux en venir. Oui, on dirait clairement que le FBI avait déjà un dossier ou une enquête en cours. Avant la nôtre. Oui, avant que le meurtre ait lieu. C'est ce que sous-entendent ces documents. Et je ne remets pas ça en question. Est-ce que j'aimerais avoir les réponses à certaines questions que tu as soulevées? Oui, bien sûr, évidemment. Est-ce que ça me ferait changer d'avis? Je l'ignore, parce que je ne les ai pas, ces réponses. Alors que je suis assise et que je discute avec mes collègues, je me rends compte que le moment est venu d'interroger Mike et Scott au sujet des pièces à conviction qui ont été détruites. Ça me met très mal à l'aise de partager ça avec mes collègues. Je n'ai pas hâte de lancer le sujet. Mais ça rajoute une couche significative de doute à l'affaire. Et c'est une question qui reste en suspens. Je voudrais vous parler des pièces à conviction. On peut faire une pause? Oui, d'accord. Excuse-moi. Je ne sais pas comment m'y prendre. Je sais, je ne peux pas le faire. Je suis intriguée. Je me demande si je me souviens bien des preuves, parce que je ne les ai pas revues depuis l'enquête. Tu les as revues? Non. Tu les as revues? Non. Tu es retourné les voir? Non? Toi, tu les as revues? Non. Je voulais les revoir, alors je suis allée au commissariat. Ça fait 12 ans que je n'y travaille plus. Mais la nouvelle gestionnaire des biens, c'est moi qui l'ai embauchée. Je lui ai dit que je voulais jeter un coup d'œil aux preuves parce que je voulais voir les photos. Je voulais regarder les corps parce que je m'étais peut-être trompée. Et elle m'a dit qu'elle avait une mauvaise nouvelle et qu'elle ne pouvait pas me les montrer parce qu'il n'y avait plus rien.
Je lui ai demandé comment ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de preuves? Les pièces à conviction ont été détruites. Quoi? Tu en es certaine? J'en suis sûre à 100%. Les pièces à conviction ont été détruites. Et en plus de ça, j'aimerais voir ce que vous en pensez. Les pièces à conviction ont été détruites 6 mois après qu'on a clôturé l'enquête. La même année? En 1999. 1999? Les photos, le sang, les vêtements, les tapis, tout ce qu'on n'a pas rendu à l'avocat de la famille, ça a été légalement détruit. De par notre expérience, on sait qu'on ne se débarrasse jamais de ces éléments, même quand on pense savoir qui est le suspect et qu'il n'y a aucune tierce personne impliquée. Si l'enquête est clôturée et qu'il s'agit encore d'un meurtre-suicide, est-ce qu'on se débarrasse des preuves? Non. Non. Quand je me suis blessée et que j'ai dû rester au bureau, une des choses que j'ai dû faire a été de réouvrir 2 dossiers d'enquête classés sans suite. Et on avait encore les pièces à conviction qui dataient des années 70. Dans les enquêtes pour meurtre, les preuves ne sont jamais détruites. Elles ont été détruites comment et par qui? Il y a un compte-rendu? Bon. C'est très difficile pour moi de vous parler de ça. Qu'est-ce que vous me répondez tous les deux si je vous dis que j'ai discuté avec l'ancienne responsable du service des preuves et qu'elle m'a dit que c'est justement à vous deux qu'elle avait parlé? Elle m'a dit qu'elle était montée vous chercher et que vous lui aviez dit de ne pas pouvoir garder toutes ces preuves, qu'il y en avait trop, et que si l'enquête était clôturée, alors elle n'avait qu'à s'en débarrasser. Vous vous souvenez de cette interaction au sujet des preuves? Absolument pas. Pas du tout. Mais vous auriez pu le faire? Ça m'étonnerait que vous ayez accepté ça. Ça m'étonnerait aussi. Tu as eu l'air choqué. Oui, je suis surpris. Toi aussi. Oui, je suis choqué. Ou perturbé, d'accord. Je ne remets pas en cause la crédibilité de la conversation avec cette personne. Mais pour être honnête, selon mon expérience et les souvenirs que j'ai sur ce qui s'est passé, si Mike a pris sa décision à l'époque, alors je suis d'accord avec ça. Je ne questionne pas la décision de Mike, et je sais que Mike n'aurait jamais pris cette décision sans moi, donc... Mais c'est vrai que c'est bizarre. C'est bizarre. Donc, tu comprends où je veux en venir? Je n'essaie pas de vous accuser de quoi que ce soit. Je peux dire quelque chose? Si ces 2 individus avaient été mis au courant de l'enquête du FBI, alors ils n'auraient pas accepté de détruire les pièces à conviction. C'est là que je veux en venir. Le FBI ne nous a pas parlé du dossier. Il ne nous a pas parlé de la citation. Je ne crois pas que vous saviez combien il était impliqué. Je suis certaine qu'on l'ignorait et je pense sincèrement qu'il avait déjà ouvert une enquête. Il avait les yeux rivés sur Vladimir. Il y a eu un problème et sa famille a été tuée. Il existait une enquête bien plus poussée et elle a juste atterri dans notre juridiction. Si le FBI avait voulu éclairer notre équipe, bien sûr qu'il n'était pas tenu de m'en parler à moi, mais il aurait pu en parler à Mike ou à Scott. Et dire, voilà, c'est une enquête en cours, vous n'avez pas le droit de dire à votre équipe que c'est le cas. Ne vous débarrassez pas des preuves. Pourquoi ne nous a-t-il rien dit? Est-ce que le FBI avait une enquête en cours? Maintenant, ça semble évident que oui. Entre ce document, ton analyse et tout le reste, je veux bien croire que le FBI avait un dossier ou une espèce de suivi sur Vladimir. Curtis, qu'est-ce que t'en penses? C'est comme le jeu Tetris. C'est pareil. Les pièces nous tombent dessus. Dans notre cas, les pièces sont des questions. Quand elles s'assemblent parfaitement en bas, c'est qu'on a des réponses à nos questions. Mais là, il y a beaucoup de pièces qui ne s'assemblent pas une fois en bas. J'ai encore un élément à soulever. J'ai trouvé plus d'informations perturbantes. Dans le dossier, j'ai retrouvé une amie de Yelena. J'ai parlé avec elle et j'en suis restée bouche bée. J'avais l'impression de détenir une information secrète. Je vous le dis, il s'est passé quelque chose en Russie. Quelque chose d'effrayant. J'ai découvert de nouveaux éléments. Dans le dossier de l'enquête, j'ai trouvé une amie proche de Yelena qui vit encore à Palo Alto aujourd'hui. Elle connaissait très bien Yelena. J'ai cherché un peu et j'ai trouvé ses coordonnées. Je l'ai appelée et on a commencé à discuter. Peu de temps après le meurtre, quelqu'un en Russie l'a contacté. La personne en question était de la famille de Yelena. Quelque temps après le crime, cette personne russe est allée faire des courses comme d'habitude, et quand elle est rentrée chez elle, il y avait quelqu'un dans son appartement.
Elle est rentrée dans son appartement et il y avait quelqu'un chez elle qui retournait toutes ses affaires. L'appartement était sans dessus-dessous, comme si quelqu'un cherchait quelque chose. Cette personne détruisait tout. Quelqu'un cherchait des informations. C'était juste après la mort de la famille. C'est quelque chose qui me fait dire que cette histoire va bien plus loin que ce qu'on croit. Elle n'est jamais retournée dans cet appartement. Elle est partie vivre aux États-Unis après ça. Et elle a quitté la Russie la peur au ventre. Cette personne en Russie a eu tellement peur de ce qu'avait pu être la cause de cette effraction qu'elle a quitté le pays. Elle n'est jamais rentrée chez elle. Elle est partie vivre aux États-Unis. Peu de temps après le meurtre? Oui. Elle est allée aux États-Unis parce qu'elle a eu peur qu'il s'agisse de la mafia russe et elle a préféré ne pas être mêlée à tout ça. Au début de l'enquête, une grande partie de la communauté russe nous disait de chercher du côté de la mafia russe, de commencer par là. Aller jusqu'à quitter un pays par peur d'être tué, ça me laisse penser que les inquiétudes et la peur de cette femme étaient bien réelles. C'était légitime et il faut qu'on y prête attention. Bon, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous aujourd'hui d'être venu ici et d'avoir entendu tout ça? Ça vous a fait changer d'avis? La seule chose qui a changé de mon côté, c'est que maintenant, ça me paraît évident que le FBI menait une sorte d'enquête parallèle sur notre suspect. Cette citation qui est apparue le prouve. Mais ça n'a pas remis en question mon verdict à la clôture de l'enquête. Pour moi, c'est toujours un meurtre-suicide. Quand vous avez exprimé des doutes à l'idée qu'une personne puisse s'infliger ça, je suis retourné voir un coup d'œil à mes cours sur les homicides. Vous avez peut-être déjà vu cette affaire. On nous a montré une photo d'une victime qui était allongée. Si je m'en souviens bien, elle était sur un lit. Et elle avait 6, 7, voire 8 couteaux plantés dans la gorge. On a tous regardé ça et on s'est dit « Waouh, c'est dingue !» Et les agents qui nous faisaient la formation nous ont dit que c'était un suicide. On s'est demandé comment quelqu'un avait pu se faire ça. Mais du coup, ça ne me surprend pas. C'est faisable. Jean? Je crois que ça m'a donné encore plus de raisons de croire qu'il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Ça ne fait que confirmer mes doutes. Je crois encore que ce n'était pas un meurtre-suicide. Je pense que c'était un triple meurtre. D'accord. Curtis, qu'est-ce que t'en penses? Après avoir entendu tout ça, j'ai des doutes. Pourquoi les 2 marteaux? Pourquoi il aurait tué sa famille et lui ensuite? Il y a des failles. Oui. Mike? Même s'il s'agit bien d'un meurtre-suicide, je crois qu'il reste des tas de questions sans réponse dans cette affaire, notamment vis-à-vis du FBI. Je ne doute pas du fait qu'une enquête ait pu être en cours. Est-ce qu'il m'en aurait fait part? Sûrement pas, sauf si ça devenait nécessaire. Je ne sais pas si le FBI a encore des infos qui pourraient nous replonger dans cette affaire. D'accord. Ça m'a fait plaisir de revoir mes amis. Je n'avais pas revu certains d'entre eux depuis des années. À l'époque, je savais déjà qu'il y avait quelque chose de pas clair. Et d'avoir réouvert le dossier et trouvé de nouveaux indices, ça m'a conforté dans mon idée. J'ai interrogé des gens qui ont peur de parler de cette affaire 24 ans plus tard, au cas où il y ait bien un lien avec le crime organisé russe. Ils ont peur que ce qui se passe en Russie les atteigne aux États-Unis. C'est comme ça avec la Russie. Ça n'a pas d'importance que tu sois aux États-Unis. La Russie entre quand même en ligne de compte. Il y a tellement de strates et tellement d'impasses sombres que la plupart des Américains trouveraient stupéfiantes et absolument incroyables. On a vu des trucs ahurissants en provenance de la Russie. Des trucs qu'on pense qui n'arrivent jamais dans la vraie vie. Et en fait, si. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, plus de 150 journalistes ont été assassinés. Des chefs des plus grandes entreprises russes ont été assassinés. Des représentants du gouvernement ont été assassinés. Leurs familles ont été assassinées aussi. Sergueï Protosenia, sa femme et son fils ont été retrouvés morts dans leur maison en Espagne. Quand les gens disent que Poutine est derrière les manettes de ces meurtres d'oligarques, ça ne veut pas dire que Poutine a demandé à quelqu'un d'aller tuer ces oligarques directement. Les gens qui l'entourent, ceux qui ont les capacités de commettre de tels crimes, savent déjà que si une opposition se fait entendre, il faut s'en débarrasser. Le meurtre de Vladimir a tous les signes révélateurs de ce type de situation. Pourquoi est-ce qu'un homme qui ne sait pas gérer son stress et qui veut éviter à sa famille le sort d'être sans le sou aurait décidé de se tuer et de le faire en suivant le mode opératoire pratiqué par la mafia russe?
Vladimir était assis dans un bureau toute la journée. C'était un codeur. Ce ne sont pas les méthodes d'un codeur. Ce qui s'est passé, c'est exactement la même chose que fait Poutine aujourd'hui avec l'Ukraine. Il bombarde les villes pour envoyer un message. Il tue des milliers de civils, c'est le même message, c'est la même chose. C'est un pays qui fonctionne comme une bande organisée et qui n'a ni éthique ni morale. Que ça touche une famille ou toute une ville, ça lui est complètement égal. C'est la même chose à ses yeux. Un meurtre, c'est toujours tragique. Mais il y en a qui brisent réellement le cœur. Et celui-là, je l'ai trouvé très très difficile. Je grimace encore aujourd'hui quand je repense à ce qui a dû se passer dans cette maison cette nuit-là. Je ne connais pas la vérité et je suis contente que vous la cherchiez. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai absolument pas vu venir ce qui est arrivé à cette famille. J'ai beaucoup de mal à le comprendre et à le croire. Et ça me rend triste. Je pense qu'énormément de gens vont être très heureux si vous arrivez à découvrir la vérité sur cette affaire. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il aurait tué son fils. Encore aujourd'hui, je n'ai pas de réponse à cette question. Ça me taraude toujours 24 ans après. Je crois toujours qu'au minimum, une tierce personne est impliquée. Est-ce que c'est juste du sensationnalisme? Je n'en sais rien. Quand je relis les documents maintenant, j'ai encore plein de questions et ces questions n'ont toujours pas de réponse. Les témoins nous indiquaient une piste, les preuves nous en indiquaient une autre, et les médecins légistes encore une autre. Quand on a eu toutes les cartes en main, on a été obligé de faire avec et de suivre ce qui se présentait à nous. Même si l'affaire est connectée à Tetris, ici personne n'est sorti vainqueur. Et même si on arrivait à obtenir des réponses, quelles qu'elles soient, elles révéleraient une situation totalement tragique. Qu'est-ce que je crois? Je crois que c'était un règlement de compte russe. Vladimir a été tué parce qu'il était endetté auprès de la mafia. Et la mafia russe a commis le meurtre de sorte à faire croire que Vladimir avait tué son fils et sa femme. Dans cette affaire, un petit garçon a été tué de la pire des façons. Il a été frappé et poignardé à mort. J'aimerais tant pouvoir parler à Peter, parce que j'aimerais lui dire que son père ne les a pas tués, lui et sa mère. Et si on arrivait à retrouver les personnes qui ont fait ça, on les arrêterait, on les mettrait en détention et on les enverrait en prison. Mais le problème, c'est que nos pièces à conviction ont été détruites. Alors, est-ce que je pense qu'on va réussir à mettre le coupable de ce meurtre derrière les barreaux? Non, ça m'étonnerait. Vous savez ce que j'aimerais en revanche? C'est qu'on diffuse cette information pour que tout le monde soit au courant. Ça fait plus de 20 ans que je raconte cette histoire à tous mes amis et à de nombreuses connaissances. Et j'aimerais pouvoir leur dire que cet homme n'a pas tué sa famille, que Vladimir Pokilko était innocent, qu'on lui a fait porter le chapeau, et que cet homme et sa famille ne sont pas morts pour rien.